Salut tout le monde, bienvenue sur le Petit Plateau. Le Petit Plateau, c'est votre podcast vélo préféré avec cette fois-ci un épisode 100% pavé, on pourrait dire un de plus, mais surtout un épisode 100% monument puisqu'on va parler du Rhône qu'on va évidemment débriefer et on va aussi parler de l'Enfer du Nord qu'on va préfacer. Pour cela, j'accueille comme à chaque épisode nos amis Alexis et Damien. Salut les copains! Salut. Salut les gars, salut tout le monde. Alors, une fois n'est pas coutume, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir un instant sur l'épisode précédent que nous avions enregistré avant le Tour des Flandres, parce que vous avez été nombreux à commenter cet épisode et ça nous réjouit évidemment. Et parmi vous, certains ont estimé, vous étiez plusieurs d'ailleurs à l'estimer, que nous avons été assez durs, pour ne pas dire sévères, avec le printemps de Christophe Laporte. Et donc, en fait, on ne va pas refaire évidemment le débat ici, mais tout simplement, on voulait vous remercier. Vous remercier de nous partager ici vos avis, parce que c'est pour ça qu'on fait le petit plateau, c'est pour discuter évidemment de vélo, pour discuter de cyclisme, y compris évidemment à propos d'avis qui ne sont pas les nôtres. Et donc, quand c'est fait dans la bienveillance, comme c'est dans la plupart des messages que l'on a reçus, voilà, nous, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir votre retour. Ça nous donne envie effectivement de pouvoir continuer le débat après l'épisode, sous les commentaires ici des vidéos sur YouTube notamment. Et donc voilà, tout simplement pour vous dire, n'hésitez pas, continuez, ça nous fait plaisir, même si on n'est pas d'accord. Et c'est ça qui est gai, c'est de pouvoir effectivement converser à propos du vélo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, et on va rentrer dans le vif du sujet avec cette nouvelle habitude. Et donc on va peut-être encore avoir des avis ici qui vont faire, entre guillemets, hein, polémique, puisque je vous propose de commencer avec les prix orange et les prix citron. Vous connaissez maintenant le principe. Prix orange, ce qui nous a plu sur la semaine écoulée finalement ici, et prix citron, ce qui nous a déplu. On va commencer par le positif avec le prix orange. Et je propose de commencer par toi, Damien. Quel est ton prix orange de la semaine? Mon prix orange, je le donne au round, mais en fait au post-round, entre la fin de la course et le podium, les images sur le divan de Pogačar, Van der Poel et Evenepoel. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a en fait entre ces trois coureurs, trois immenses champions qui se respectent beaucoup, qui s'apprécient. Et ça fait vraiment plaisir en fait dans ce sport de voir trois énormes cadors comme ça, tout simplement. Ouais, on avait effectivement vu par le passé que c'est pas toujours la folle Non. ambiance sur ce petit sofa. Alexis, ton prix orange de la semaine? Mon prix orange, ce serait un petit hommage avec comme exemple Pedersen, mais il y en a plein d'autres. Pedersen qui vient faire cinquième ici du round en ayant une préparation tronquée et qui a dû faire beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures sur un traîneur. On sait, il n'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup aussi de coureurs d'UNOX ou de personnes qui vivent là où l'hiver ne permet pas d'aller rouler. Tous ces coureurs qui montrent une résilience absolument monstrueuse pour faire 4-5 heures d'entraîneur par jour. Voilà, après une heure, j'en ai marre. Donc, vraiment monstrueux mentalement de leur part. Ouais. Parfait. Moi, mon prix orange, c'est à propos du round également. Je vais mettre en évidence un coureur de l'échappée matinale. C'est Victor Vercouilly du team Flanders Baloise. On commence à le connaître évidemment. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce nom-là, Victor Vercouilly, c'est tout simplement le coureur qui a passé le plus de kilomètres en échappée sur tout l'ensemble de la saison 2025. Depuis le début de cette saison 2026, on a vu d'autres coureurs lui emboîter le pas. On pense notamment évidemment aux Français de chez Lotto Intermarché, Baptiste Weistrofer. Ce sont des coureurs qui, dans un cyclisme aujourd'hui qui est de plus en plus aseptisé, qui est de plus en plus finalement contrôlé, hein, on ne tente plus l'échappée qui va servir à rien, l'échappée publicitaire comme on l'appelait autrefois. Voilà des mecs qui, je ne vais pas dire ne vivent que pour ça, mais en tous les cas, qui nous offrent encore un petit peu ces baroudes d'honneur, hein. Ce sont vraiment des baroudeurs au sens propre du terme. Et pour quelqu'un comme moi qui cherche de nouvelles idoles depuis la mise à la retraite de Thomas de Ghent, voilà, un Victor Vercouy, c'est un coureur que j'apprécie pour cet aspect-là. Et c'est l'occasion effectivement ici, un peu comme toi Alexis, de mettre le focus sur des coureurs, au-delà évidemment de celui qui est cité ici, mais ces coureurs qui continuent malgré tout à tenter, puis on ne sait jamais, on a vu avec Westhofer, parfois ça peut aller au bout, ça peut marcher. Ça, c'était pour les satisfactions de cette semaine. Des déceptions, il y en a eu également.
pas nécessairement que sur le round ou autour du round. Et là, de nouveau, je vais te passer la parole en premier, Damien. Tu vas nous envoyer du côté du Pays Basque. Ouais, parce que je trouve que c'est bon. On a dit qu'on lisait vos commentaires, donc du coup, il faut remettre une pièce dans la machine. Mon prix citron, c'est Paul Sexas. Non, je déconne, c'est pas Paul Sexas, mais c'est lié. En fait, si vous avez suivi un petit peu les capsules très courtes qu'on avait fait sur le Pays Basque, moi, je me réjouissais en me disant, ah, on va avoir peut-être une course par étapes très sympa, sans Pogacar, sans Vingegaard, une course à suspense. Si vous nous suivez attentivement, vous savez que je suis pas anti-dominateur, on va les appeler comme ça, que j'arrive à me passionner aussi pour des deuxième et troisième places. Enfin, de temps en temps, une victoire disputée, c'est sympa aussi. Et ben voilà, Paul Sexas, il a écrasé la concurrence en 2 jours. Pour tout dire, là, on enregistre le mercredi midi, donc on n'a pas encore la suite du Pays Basque, mais c'est bon. En 2 jours, il leur a mis une raclée. Donc, j'insiste vraiment, c'est pas du tout prix citron Paul Sexas, ça c'était pour vous taquiner, c'est plutôt un peu la perte de suspense. Et puis un petit peu aussi quand même, parce qu'il me fait passer pour un con, parce qu'il y a 2 jours, dans les capsules, je dis, waouh, à cette époque de leur carrière, Ayuso est encore le plus fort des trois, en évoquant Del Toro, Sexas, Ayuso. En fait, pas du tout, Sexas est déjà Ouais. largement au-dessus. On fera peut-être le débat plus tard sur des courses à étapes ou sur les Ardennaises, donc on va pas trop parler de ça ici sur des courses pavées, mais voilà, je tenais à mentionner que fin du suspense plus me faire passer pour un idiot. Paul, calme-toi, hein. Mm. Oui. Mais effectivement, on aura l'occasion et on va évidemment revenir sur ce phénomène post-Texas, notamment avec déjà les Ardennaises, hein, puisqu'il est annoncé Il sur arrive. notamment Liège-Bastogne-Liège. Mais c'est vrai, sans rentrer évidemment dans le détail, simplement le fait que je faisais partie de toutes ces personnes qui disaient jusqu'il y a quelques jours, laissez-le grandir, ne le brûlez pas, ne l'envoyez pas sur le Tour de France dès cette année-ci. Et quand on voit la progression fulgurante, je veux dire, déjà depuis les championnats d'Europe, mais même j'ai envie de dire depuis le week-end d'ouverture, hein, où il avait été gagné de façon déjà assez autoritaire en Ardèche ou en Drôme, je ne sais plus. Là, c'est encore un autre niveau, un autre palier. À chaque course, il s'améliore. Et donc là, oui, on a envie de dire que déjà là maintenant, il fait partie du top 3 des meilleurs grimpeurs du monde. Et donc sur un tour très montagneux comme celui qu'on va avoir au Tour de France, il doit être présent. Enfin voilà, on aura l'occasion effectivement de refaire le débat. Alexis aussi, hein, je pense que tu auras beaucoup de choses à dire Bien sur Paul sûr. Sexas. Mais donc voilà. Par contre, Alexis, tu vas rester, alors pas sur Paul Sexas, ni sur finalement les coureurs qui sont encore à l'heure actuelle en course pour les accessibles au classement général, mais tu vas rester sur Litsoulia pour ton prix Citron. Bah oui, bah c'est tout simplement la voiture médicale qui fait tomber Mikel Landa en descente. Elle avait a priori aucune raison de le dépasser et d'autant plus en descente, je trouve ça extrêmement dangereux que des voitures, même des motos viennent dépasser des coureurs. Donc voilà, prix citron pour ça. Est-ce qu'elle s'est arrêtée quand le cours est tombé? Parce que c'est elle qu'on doit appeler pour... Oui, oui, elle avait besoin d'un patient. Non, je sais pas, je pense même pas, honnêtement. Je pense Ouais, elle a continué son chemin vers là où elle voulait aller en dépassant Landa, mais ouais, ouais. non, ça honnêtement, je sais pas, j'ai pas vu les images. Ouais, Mikel Haneke a terminé l'étape, ça, c'était quand Ouais. même la bonne nouvelle effectivement du jour, même si malheureusement c'est foutu pour un bon classement général. Mais voilà, c'est vrai que les à côté quelque part de la course, ça fait partie aussi de ces choses qu'on peut mettre en prix orange ou en prix citron. Moi aussi, j'en ai pris un. Je vais revenir sur le round. C'est simplement la réalisation télévisée. On tape beaucoup, quand je dis on, c'est pas forcément sur le petit plateau, c'est de façon générale, on tape beaucoup sur la réalisation des courses italiennes. Bah ici, on a eu la même chose. Je pense que sur la dernière heure de course, on n'a pas eu une seule image de ce qui se passait derrière la cinquième place. Et donc, c'est un peu cette Netflixisation, quelque part, du cyclisme professionnel, où on a ce mano-mano. Alors, c'est un spectacle, effectivement, en soi, mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir ce qui se passe derrière. Et puis, on suit sur des sites de statistiques ben, la course, finalement, à la sixième place, où on voit qu'il y a des Magnus Sheffield qui sont dans une grande forme. Il y a un Stuyven qui est là. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte, tiens, ben, Sheffield, il est pas dans les 10 premiers. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est DNF. Et c'est seulement par après qu'on apprend qu'en fait, le mec a chuté, qu'ils sont deux à avoir abandonné. Voilà, c'est assez dommage parce qu'on ne parle pas de la course ici à la 25e ou à la 30e place, on parle de la course à la 6e place. Et je vais même aller au-delà. C'est un petit coup de gueule parce que ça peut vraiment faire du mal au cyclisme. Ah oui. Parce que dans un cyclisme où c'est trois quatre monstres qui vont chercher toutes les victoires, quel est encore l'intérêt des sponsors à venir si en plus de ça, quand vous faites 5 ou 6e, on ne vous montre même plus à la télévision?
Et donc, on Mhm. va avoir des pertes de sponsors de tous côtés. On a déjà beaucoup ça au niveau du Pro Tour, hein, parce qu'il y a de nouveau, je pense, c'est 2 équipes au minimum qui sont déjà sûres aujourd'hui de ne pas avoir de sponsor titre la saison prochaine, hein, puisque le Team Flanders et l'équipe Okern Pharma sont sans sponsor à partir de la fin de l'année. Donc voilà, c'est un petit peu dramatique si on s'en tient toujours à filmer les 4-5 mêmes personnes, même si, voilà, il faut le reconnaître que ce round a tourné évidemment autour de ces 5 fantastiques. Euh, on ne va pas spécialement analyser la victoire de Pogacar. On l'a tous dit, y compris ce petit plateau, c'était le grand favori. Il ne nous a pas fait mentir. Il a eu l'air un tout petit peu plus fatigué que l'année passée, un tout petit peu plus fatigué qu'après Milan-San Remo peut-être. Et encore, il a eu l'air surtout de jouer avec ses concurrents. Je vous propose d'analyser en fait ce round à travers plusieurs petits des mini-débats. Et le premier, je vais tout de suite passer à la deuxième place à Mathieu Van Der Poel, parce que c'est un petit peu la polémique qui est sortie notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias juste après le round, voire même pendant le round. Ce sont les relais de Mathieu Van Der Poel. Est-ce que pour vous, Mathieu Van Der Poel a eu raison de relayer Tadej Pogacar une fois qu'ils ont été isolés à eux deux au sommet de l'avant-dernier passage du Paterberg? Moi, je peux le comprendre parce qu'il n'y avait pas de Philipsen derrière et parce qu'il ne faisait pas non plus les relais les plus appuyés. Il suffisait de voir que Remco il reprenait un peu de temps quand c'est Van Der Poel qui relayait et il reperdait du temps quand c'était Pogacar. Après, moi, je pense pas qu'il devait relayer. Parce qu'à partir du moment où il ne relaye pas, il y a 2 scénarios possibles. Soit Pogacar, comme il l'a montré, ne voulait absolument pas que Remco revienne et du coup prend seul les relais et donc se fatigue plus que Van Der Poel et Van Der Poel a donc plus de chances de suivre dans le Cormont. Soit Pogacar se dit bon, ben ok, je ne relaye pas non plus et Remco revient. À ce moment-là de la course, je ne pense pas que Remco attaquerait directement. Donc Remco est pour moi potentiellement plus un allié de Van Der Poel face à Pogacar qu'un concurrent en plus pour quand Pogacar s'isole et que du coup Van Der Poel peut éventuellement compter sur les relais de Remco pour revenir sur Pogacar. Donc pour moi, euh, ça aurait été tactiquement plus intelligent de ne pas relayer. Alors on va nous dire oui, mais c'est une mentalité de loser. Oui, mais face à Pogacar, qui est potentiellement le meilleur coureur de l'histoire, pour moi c'est ok d'avoir une mentalité de loser. Moi, je suis pas d'accord. Parce que pour moi, tes deux scénarios, comme on dit, sont possibles. Mhm. Mais moi, c'est un troisième scénario que j'envisage. Si il relaie pas Van Der Poel, c'est que Pogacar s'en va tout seul. C'est pas Remco qui rentre et c'est pas lui qui prend des relais avec Van Der Poel à roue. C'est que dès le prochain secteur pavé, Pogacar, il est parti. Alors, Oui, ils mais sont à deux derrière alors Remco, il attend Remco et il relaye avec Remco. C'est mieux que de se retrouver Van Der seul Poel. face à Pogacar. Ouais. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux? Moi, je trouve pas. Le vieux Quarmont, dernier passage, il perd 7 secondes. On a cru, franchement, il a fait illusion. Le gars dans sa tête, il pense Ouais. peut-être qu'il peut le tenir. Moi, je me dis, franchement, c'est parce que je pense que beaucoup de gens, et ils ont tout à fait le droit, et vous en faites peut-être partie, et moi, je suis pas de cet avis-là. Pour moi, si Pogacar s'en va seul et puis qu'il roule avec Remco, que Van Der Poel roule avec Remco derrière, ils reverront quand même jamais Pogacar, parce que, ok, sur le plat, Remco, il a fait un numéro incroyable, mais dans les secteurs, si Pogacar, il donne tout, il leur remet chaque fois une branlée, et donc, pour moi, ils vont jamais revenir. Mathieu, pour moi, a plus de chances à se dire, allez, j'essaye de rester avec Pogacar, il va me garder parce que je lui passe des relais. J'ai vu une statistique, j'ai été un peu étonné. Apparemment, Van Der Poel a quand même passé 45% de relais et 55% pour Pogacar. Je pensais qu'il en avait passé un peu moins, mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. On voyait que c'était des relais beaucoup moins appuyés. Je sais pas ce qu'il faut en penser, mais Philippe Gilbert, dans le direct, disait, il récupère quand il passe un relais. Il est plus à fond dans la roue de Pogacar que quand il passe un relais. Oui, tu fais la moue, je suis un peu d'accord avec toi, mais honnêtement, c'est vrai qu'on a vu, tu l'as dit toi-même, la grosse différence quand Van Der Poel passait devant, Remco revenait, et en fait, Pogacar, il jouait, quoi. Pogacar, Ouais, oui. s'il voulait larguer Remco, je pense qu'il l'aurait fait. Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, de se dire, écoute, il va me tolérer parce que je vais passer des relais, et il va jouer tout sur la double ascension, et moi, je vais donner ma vie sur le dernier passage de Vieux Quarmont-Paterberg, et je vais espérer pouvoir tenir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait plus de chances comme ça. Franchement, j'insiste, il n'était pas si loin. Pour moi, si il choisit de parler, Pogacar le lâche, il revient jamais. Il a aucune chance de revenir, même avec Remco. Ouais. Aussi, Et, il et y avait un tout quand petit même truc, Oui, dis-moi.
Non, non, ben, j'allais sortir du côté pragmatique, un tout petit truc. Ce que tu dis avec le côté loser et tout ça, oui, tu as raison. Je pense qu'un mec comme Van Der Poel préfère perdre à la pédale que de ratonner et d'essayer de gagner. Et ça fait le lien avec ce qu'il y avait, ce que j'ai Sur des dit comme points image acquis. sur le divan. Pour moi, ils s'entendent les trois pour ça. L'ambiance qu'il y a sur le divan entre Remco, Mathieu et Tadej, c'est parce que c'est des champions qui veulent faire la course et qui veulent se battre, Mm. entre guillemets, à armes égales et en faisant la course. Un Remco est à la place de Mathieu. Et Mathieu derrière, Remco roule toujours à tous les coups aussi, même s'il va se faire taper par Pogacar. On connaît Remco, on sait qu'il va rouler. Mhm. C'est peut-être Mais bête, je peux l'entendre, mais voilà, c'est leur mentalité de champion, quoi. la preuve, quand tu parles de Remco, c'est qu'effectivement, dans la transition entre le Quarmont et le Paterberg, quand ils sont encore à 3, Remco met des relais. Et même dans le Mhm, Paterberg, mhm. Remco va encore mettre un relais. Puis quand Pogacar commence à accélérer, il vient encore remettre un demi-relais pour montrer non, non, je suis toujours là. Et c'est là Mm. qu'il craque. Donc effectivement, je pense que Remco aurait roulé. Et alors, pour effectivement donner entre guillemets de l'eau à ton moulin, Damien, ben, les déclarations de Van Der Poel après la course vont dans ce sens-là, où il dit sur un monument, on joue tout à fond pour la gagne. Mais c'est vrai qu'il y avait cette idée aussi, moi qui m'a traversé l'esprit, hein, je Mhm, l'avoue. mhm. euh, Est-ce que quand tu roules avec Pogacar comme ça, en fait, tu n'assures pas une place de deux? Alors ça fonctionne Oui. effectivement si tu sais que tu es battu à l'arrivée. Mais peut-être effectivement que Mathieu s'est dit, voilà, je ne suis pas favori, mais je peux le battre, je suis capable de le battre, je l'ai déjà fait. Et donc, effectivement, si on prend tous les éléments, moi, je râlais quelque part de ne pas voir cette association. Je vais même aller au-delà de l'association Van Der Poel-Remco, hein. J'aurais bien aimé voir Van Der Poel, Remco, Van Aert et Pedersen ensemble rouler derrière Pogacar. Je ne suis pas certain que Pogacar aurait pu tenir. Mais enfin, on ne le saura jamais. Euh, mais c'est vrai que voilà, je comprends effectivement ici Mathieu dans son intention de faire la course et de rouler un monument qui est la course probablement la plus difficile du calendrier ici. Plus difficile encore, je pense, que Paris-Roubaix, où il y a plus ce facteur chance qui peut intervenir aussi, ou le facteur même tactique. Ici, on a vraiment une course de puissant. Ben, je peux comprendre qu'effectivement, on donne tout à 100%, à 110%, sans se préoccuper finalement du résultat qu'on aura à la fin. Où on se Mhm. dit, voilà, je ne veux pas avoir de regrets quand j'arriverai derrière la ligne. Si je peux rajouter un tout petit truc, autant j'entends tout à fait l'argumentaire d'Alexis et de beaucoup de personnes, peut-être, en fait, on ne le saura jamais, peut-être que se relever, ne pas relayer et même peut-être être distancé et qu'ils auraient été à deux derrière Pogacar aurait été plus intelligent. Voilà, moi j'y crois pas trop, mais on ne le saura jamais. Par contre, je suis persuadé à 99,9% que au pire, c'est une erreur de Mathieu, mais c'est pas une volonté de dire je vais faire deuxième. Ça, je peux pas Ah non, croire que ouais, Mathieu Van Der Poel ait voulu assurer une deuxième place. Ça, j'y crois pas une seconde. ouais, moi je Tout à pense fait. qu'il craque, c'est pas sur le vieux Cormont uniquement qui craque, c'est aussi sur l'usure, tu vois. Donc moi je pense Bien qu'il aurait tout sûr, intérêt à s'économiser le plus possible. Mais bon, voilà, je comprends les deux points de vue. Comme j'ai dit sur, au tout début, je comprends qu'il est RDI en soi, hein. Mhm. Sur l'usure, là où tu as raison, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est l'écart qui se fait après les dernières difficultés. Ouais, 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 tout à fait. Et Mm. là, clairement, la seule chance de Van der Poel, il sait qu'il est moins fort. Il aurait fallu juste coller la roue, et puis, parce qu'au sprint, il peut l'avoir, mais moins fort, il était moins fort, ça c'est sûr, oui. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous êtes d'accord quand certains disent, bah, voilà, Mathieu a mis quelques relais et en échange, entre guillemets, alors peut-être qu'ils ont discuté entre eux, on n'en sait rien, mais en échange, entre guillemets, bah, Tadej n'a pas attaqué dès le Koppenberg, qu'il a encore attendu un petit peu. C'est quelque chose qui est plausible selon vous? C'est possible, mais je crois pas qu'il l'a fait Je pense que ça l'intéressait aussi de se retrouver avec Mathieu, parce que dans sa tête, il s'est sûrement dit, même s'il n'a pas dit ça, hein, sa déclaration, mais j'y crois pas trop, la déclaration de Pogacar. Généralement, c'est pas moi qui dis ce genre de truc, parce que je suis très pro Tadej, mais Tadej a dit, ah, j'ai pensé, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, après le premier passage du Paterberg, j'ai pensé que Mathieu allait me détruire à ce moment-là, parce que Mathieu a semblé très fort et l'a suivi. Moi, je crois pas. Je crois qu'il a quand même gardé Mathieu parce que ça l'arrangeait aussi de rouler à deux et il savait très bien qu'il allait le lâcher sur la fin, hein. Et que c'est le vieux Cormont qui est le plus propice à le faire craquer. Donc je pense que c'est ça un petit peu moi ma déception du run, hein, c'est que c'était couru d'avance depuis le début. C'est que tout le monde savait très bien ce qui allait se passer quand ça s'est passé. Donc dans la tête de Pogacar, pour moi, c'était clair. Mhm. Ouais.
Ben, c'est vrai que c'était entre guillemets prévu. Il y avait quand même une grosse inconnue avant le départ de cette course, y compris sur le petit plateau. Il y avait des gens qui étaient très optimistes, enthousiastes et d'autres qui étaient moins optimistes, moins enthousiastes. C'est la course de Remco Evenepoel, troisième pour son premier round. C'est une première depuis 2017, si j'ai bien vu passer la statistique. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette troisième place de Remco Evenepoel? Je propose de donner d'abord la parole à Alexis cette fois-ci, puisque Alexis avait vu plus juste que Damien. On rappelle, Damien, tu voyais Clairement. Remco terminer 48e. Alexis, tu avais dit qu'il pouvait avoir effectivement un rôle à jouer sur la course. C'est ce qu'il a eu. Oui, en tout cas, c'était une course extrêmement encourageante. Au final, son rôle a été un petit pas plus important que celui des autres face à Pogacar, mais peu importe, c'est extrêmement encourageant parce que ça démontre ce qu'on a toujours pensé, hein, c'est-à-dire qu'entre les monts, il est capable de reprendre du temps, il a l'endurance, et voilà, et la vitesse pour être totalement présent jusqu'à la fin. Ce qui nous faisait peur, c'est les monts, mais honnêtement, dans les monts, il a été très, très fort aussi, sinon il fait pas troisième. Et il faut pas oublier que c'est sa première participation. Alors, il s'est très bien entraîné, certes, mais ça reste une saison d'entraînement, là où les gars s'entraînent toute leur vie pour être des Flandriens. Lui pas, donc avec plus d'expérience et plus d'entraînement, plus d'années de préparation, il peut encore s'améliorer dans les monts. Entre les monts, il sera toujours aussi fort, donc il peut devenir dans les années à venir un véritable favori pour le round. Ouais, ouais. Alors, je te remercie pas, Romain, parce que 48e, je ne l'ai pas dit dans l'épisode, je l'ai dit dans notre conversation privée. Ne Ah, dis pas ça devant tout le monde. Non, je rigole, mais par contre, j'avais dit, c'est faire injure à Wout van Aert que de dire que Remco sera le troisième homme. Bon, ben, j'ai encore fait une fois injure à Remco que de le sous-estimer à ce point-là. Euh, non, non, mais totalement raccord avec ce qu'Alexis vient de dire. Et en soi, parce qu'on peut rajouter, c'est qu'une saison d'entraînement et c'est jamais aucune Flandrienne en course. Donc c'est quand même assez bluffant. Or, bien sûr, ceux qui vont être rabat-joie, parce que je pourrais, mais là je vais pas l'être, hein. Mais certains vont dire c'était pas non plus une météo de Flandrien. La course s'est ouverte très tôt et donc ça facilite le placement. Oui, mais la course s'ouvrira toujours très tôt avec ces mecs-là, de toute façon. Donc maintenant, voilà, on doit plus tenir ça en compte, je pense. Je me suis fait Il était avoir placé moi-même, hein, avant aussi, mais hein. oui, de toute façon, il était bien En ça, placé aussi. Ouais. Et alors les monts pavés, comme tu le dis, ça peut donner l'impression, vu qu'il perdait quand même beaucoup sur Pogacar ou sur Mathieu, ça peut donner l'impression, et effectivement, je crois qu'il y a du travail à faire là, mais il était quand même déjà meilleur que tous les autres qui étaient derrière lui, dont Wout van Aert ou Mats Pedersen. Donc voilà, je pense que c'est hyper encourageant pour l'avenir. Moi, je l'ai pris, c'est une vraie satisfaction, sa course. C'est une vraie satisfaction parce que honnêtement, la course, je l'ai trouvée bof. Certains disent que c'est un millésime incroyable. Oui, parce qu'ils arrivent un par un, les 5 meilleurs. Mais au final, la course n'était pas super sympa. Et le meilleur truc, ça a été ce moment où Remco était en poursuite tout près pendant de nombreux kilomètres. Donc, il a donné un peu de truc à la course, de piment, comme vous l'aviez dit et comme je n'y croyais pas. Et oui, c'est une promesse sur le moyen terme. Et pour moi, en fait, si tu mets un run de 100 Pogacar, ben, maintenant, je mets Remco favori. Parce que s'il n'y a pas Pogacar, Remco face à Mathieu, c'est pas du tout la même course. Et du coup, oui, Remco est déjà prêt à gagner un run. Bon, pour ça, il faudra que Tadej ne s'y aligne pas. Et que c'est que ça tente encore un petit peu. ouais. Et donc Remco Evenepoel, meilleur belge aussi sur un round où on attendait beaucoup de Wout van Aert quatrième. Je propose de continuer à avancer ou à reculer dans le classement. Euh, Quatrième comme la saison passée. Est-ce que Wout est à sa place? Et au-delà de cette question, est-ce que c'est une quatrième place qui est satisfaisante à vos yeux ou qui est malgré tout teintée de déception? On rappellera quand même que avant le début de la course, on s'est dit, tiens, Wout a eu évidemment un printemps qui a été compliqué, ou en tous les cas un hiver, une fin d'hiver compliquée, mais que là, il y a une montée en puissance. On espère évidemment beaucoup pour ce run, mais je me rappelle qu'Alexis, tu avais dit que peut-être que Wout n'avait jamais été aussi fort au moment d'attaquer le round. On va évidemment reparler tout à l'heure de Wout sur Paris-Roubaix, où peut-être qu'il y a encore une ascendance dans sa forme qui va l'amener à un pic de forme plutôt sur Roubaix que sur le Rhône. Mais donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette quatrième place de Wout van Aert? moi, je pense qu'il est à sa place, mais je suis quand même déçu. Mhm. Mais voilà, tout simplement, je m'attendais à ce qu'il tienne le vieux Quarmont, mieux que Van der Poel. Au final, ça s'est joué à 50 mètres. Avant ça,
il l'a vraiment bien tenu. Il a peut-être pas bien géré en soi non plus, parce qu'il a directement sauté dans la roue C'est mis de dans le rouge. Pogacar, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il a très mal géré le Molenberg aussi, donc voilà, on peut trouver des choses à redire. Maintenant, moi, ma première conclusion que j'ai envie de donner, c'est que voilà, il a été très fort, mais que c'est pas une course pour lui. Mais au final, c'est pas vrai, c'est une course pour lui. C'est juste qu'il tombe sur des monstres absolus qui sont tout simplement injouables. Alors oui, Paris-Roubaix lui convient beaucoup mieux, mais le round de finale lui convient pas trop mal non plus. C'est juste que voilà, il est tombé sur plus fort que lui, et je pense qu'il ne sera jamais aussi fort que ceux qui sont actuellement plus forts que lui. Et c'est dommage. Ouais, je suis assez d'accord avec Alexis. Pour moi, fatalement, c'est décevant parce que je ne m'attendais pas à cette course de Remco, mais du coup, si on met un Remco pareil, quatrième, la place en elle-même n'est pas décevante. Mm. Le fait qu'il lâche si tôt est un peu plus décevant, effectivement. Maintenant, moi, je ne sais même pas s'il est encore en montée de conditions pour Paris-Roubaix. Je crois, comme Alexis a dit, juste le profil du run avec les adversaires qu'il avait sur le run font que voilà, il peut pas faire mieux. Là, moi, je ne peux plus espérer une victoire de Wout van Aert Non, non. sur un Tour des Flandres. Là, avec ce qu'on a vu, ça devient trop, je vais pas dire pour grimpeur, comme certains disent, hein, Mhm. mais il y a que Mathieu Plus, Van Der Poel qui arrive à rivaliser avec des mecs pareils, quoi, maintenant. plus assez pour Ouais. Flandrien, quoi, entre guillemets. Comme disait Rodrigo Benken, ça n'arrivera plus ou quasiment plus, à part un phénomène comme Van Der Poel, qu'un gars de plus de 75 kilos gagne le round. Ouais. Ouais. La petite déception qu'on peut avoir, c'est que je sais pas ce qu'Alexis t'en pense ou toi, Romain aussi. En tout cas, je me rappelle qu'avec Alexis, on s'était dit, ah, le gap entre Van Der Poel et Van Aert est peut-être plus faible maintenant que ce qu'on pensait, et notamment qu'entre Pogacar et Van Der Poel. Donc c'est vrai que le gap, au final, sur la course, je dis, le gap était quand même énorme. On aurait pu attendre un plus petit écart de ça. Si tu regardes dans l'autre sens, je suppose qu'on évoquera Pedersen aussi, mais on pouvait espérer un plus gros gap vis-à-vis d'un Pedersen, vu l'hiver de Pedersen. Donc, là-dessus, tu peux te dire qu'il y a une petite déception. Mais bon, moi je pense qu'on va plutôt rester. Maintenant, la course qu'il faut gagner, c'est Roubaix. Et Ouais. focus Roubaix, quoi, hein. J'ai- Avant peut-être de passer à Roubaix ou à une autre personne, parce que je suis pas sûr qu'on va en parler, j'ai quand même envie de parler de la course de Stuyven. Et là, je reviens sur ce que Romain disait. On ne peut pas vraiment la commenter parce qu'on n'a rien vu. Mhm. Mais Stuyven, il fait sixième en ayant été piégé, hein, après le Molenberg. Donc, c'est-à-dire il est revenu sur des Laporte et des Mohoric. Mohoric, il finit avec, mais sur des Laporte, il les lâche. Il a lâché des Oliver Nassen et de Pity et autres. Donc, on n'a pas vu à ce moment-là, mais il a dû être extrêmement fort pour finir sixième à 4 minutes, alors qu'il a été derrière tout plein de gars qui au final, il finit par les battre, quoi. Mhm. Oui, Mhm. cette course à la sixième place, c'est vrai que on n'a quasiment rien vu. Euh, c'est petit coup de chapeau quand même effectivement à Steven qui avait déclaré hein, avant la course, moi mon but c'est d'être le premier derrière les grands favoris, ce qu'il a Ah bah, réussi à c'est le faire. cas. Plus fort qu'un Florian Vermeersch, par exemple, qui n'a pas dû être utilisé dans un rôle d'équipier et qui est de nouveau un peu dynamité dans le Molenberg, on va rebaptiser le Vermeerschberg Hum. comme c'est parti. Mhm. Mhm. Mais effectivement, on a un top 10 qui est peut-être le top 10 le plus costaud qu'on pouvait avoir sur un Tour des Flandres. On peut-être vite revenir un instant sur Mats Pedersen qui fait cinquième dans les conditions qu'on sait. Ça reste quand même son meilleur résultat de ce printemps. Donc ça, c'est assez dingue quand même, effectivement. Moi, je répète, un mec qui s'est pété le poignet, qui un mois après fait cinquième de ce Tour de Flandre avec cette concurrence-là, je trouve ça assez dingue. Mais au final, euh, est-ce que ce n'est pas ça quelque part le principal enseignement de ce Tour des Flandres? C'est que on l'a dit ici en début d'émission, c'est la course la plus difficile. C'est toujours le plus costaud, dit-on, en tous les cas depuis certaines années, certainement depuis le changement de parcours qui s'impose. C'est rarement, en tous les cas, le plus malin, c'est tout simplement le plus fort. Ici, on a un résultat quand même assez unique, hein, où les cinq premiers arrivent chacun séparément. On peut même dire les six premiers, puisqu'il y a un petit gap avec Vermeersch et Mohoric qui font 7 et 8, donc entre Steven, Vermeersch et Mohoric. Est-ce que ce Tour des Flandres n'a pas finalement ce mérite, cette faculté, peut-être ce rôle, de fixer la hiérarchie entre les gros rouleurs, puisqu'on ne peut pas vraiment, plus vraiment dire les Flandriens, les gros rouleurs de ce peloton? Est-ce que c'est pas à ça quelque part que doit servir, entre guillemets, ce Tour des Flandres-là?
en espérant évidemment, parce que là où on peut être légitimement déçu, c'est que c'est quand même le même qui va gagner les autres monuments qui pourraient servir à autre chose. On pourrait imaginer avoir un monument où c'est beaucoup plus sur la tactique que ça se joue ou sur autre chose. Ici, on a vraiment une course où chacun va terminer à sa place et on a vraiment cette hiérarchie qui a été faite avec ce Tour des Flandres. Est-ce que c'est aussi votre avis? Alors, je veux bien, ça peut être utile de fixer comme ça, mais le rôle aussi, pour moi, du round, c'est le spectacle, c'est la fête. C'est censé, pour moi, être la course, le monument qui amène le spectacle, la fête, etc. Et je t'avoue, bah, en soi, c'est une certaine forme de spectacle de voir les mecs faire ça, mais je sais plus en quelle année c'était. Moi, il n'y a pas de souci pour que les meilleurs gagnent comme ça. C'est ce qui s'était passé aussi cette année-là, mais avec l'énorme groupe qui avait pris un coup d'avance, avec des Pedersen, des Kung, des Jorgensen, etc. Je sais plus quelle année c'était. Je veux quand même ça. Maintenant, les gars, en fait, ils ouvrent ça de tellement loin que, ouais, ça tue un peu le truc. Et en plus, la hiérarchie, oui, c'est vrai, ça la fixe. Bon, ok, je m'étais trompé sur Remco, mais sinon, la hiérarchie, on la connaît. On n'a Ouais. même pas besoin de ça pour la fixer, hein. En fait, bah, j'ai envie que le round reste une course où le meilleur gagne, parce que c'est ça aussi le round, Mhm. effectivement, mais peut-être que ça reste, que les Flandriens gardent une chance de la gagner, quoi, en gros. Oui. Donc, il y a peut-être un petit peu trop de dénivelé, un petit peu trop d'enchaînement, peut-être un vieux Quarmont en trop, je ne sais pas, mais là, c'est Ouais. devenu trop compliqué, je pense, pour les Flandriens. Alors, tu vas me dire, comme sans révéler non plus toute notre historique, tu es un peu plus jeune que Damien et moi. Tu as peut-être moins connu l'ancien parcours Ouais, quand celui-ci s'arrêtait c'est à clair. Meerbeek, donc à Ninove en gros, hein. Après, finalement, le final qu'on a aujourd'hui sur l'Omloop avec l'enchaînement Mhm. mur de Grammont et Et Bosberg. Bosberg, Est-ce ouais. que tu regrettes justement ce changement de parcours où on est dans une parce qu'on l'a déjà dénoncé cette saison-ci dans un petit plateau, pas forcément pour le Rhône, mais pour d'autres courses qui sont organisées par les mêmes organisateurs, donc par Flanders Classic, où on est tout le temps en train, ces dernières années, de rajouter de Mhm. la difficulté pour essayer d'avoir les parcours les plus sélectifs, qui au final, et c'est ce qu'on voit sur les courses à étapes notamment aussi, qui là n'ont rien avec Flanders Classic, et qui sont tout à fait indépendamment du printemps des classiques flandriennes, mais où on a toujours cette tendance à se dire on va de plus en plus durcir, alors que finalement, si on veut avoir une course où on donne le plus de cartes possible, en tout cas le plus de cartes enfin, des cartes pardon, de victoire à des coureurs dans le plus grand nombre possible, j'y arriverai. Il faut peut-être avoir justement un parcours qui soit plus homogène, où la tactique pourrait reprendre un rôle, ce qui est peut-être beaucoup plus, avec le final qui était clairement moins dur dans le précédente version du round. Mhm. C'est peut-être un bon compromis, parce que moi, c'est assez paradoxal. J'ai envie que, comme je viens de dire, j'ai envie que ça reste quand même le meilleur qui gagne. Mais ouais, je sais pas, oui, peut-être c'était un bon compromis. Après, je pense que avant 2024, on aurait eu un beau combat entre même Van Aert, Van der Poel et Pogacar. Mais maintenant, je pense que Pogacar est tellement au-dessus que dans le mur du Grammont, il partirait, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ce que j'aurais répondu aussi à place d'Alexis. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle quand ils ont changé le parcours, ça m'est tombé dur, hein. Je me suis dit, oh là là, ils touchent à mon Mhm. Tour des Flandres. Mais après, au final, j'ai appris à apprécier le nouveau parcours. Et c'est quand même relativement récent que ça pose problème. Au Mhm. moment où ils ont changé ce parcours, ça posait pas vraiment problème. Ce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec un phénomène, et je suis assez d'accord avec Alexis, que sur l'ancien parcours, Pogacar les aurait massacrés. Et l'ancien parcours, c'était pas non plus une loterie, loin de là, hein. C'est quand même toujours les plus. Enfin, pas toujours, mais on a quand même eu beaucoup de victoires, des mecs, bah, les Cancellara, etc. Enfin, voilà, c'était déjà les hommes forts qui gagnaient. Donc, ouais, je sais pas. Il faut pas non plus. Moi aussi, je vais être paradoxal. Il faut pas non plus vouloir tout raplanir et faire un Grand Prix de l'Escaut, quoi, parce que Oui, bien sinon, c'est sûr. Pogacar qui gagne. Donc, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Il y a un phénomène dans le cyclisme. Tout à fait. Si on, Faut faire avec. si on veut Ouais. des pavés plats, on l'aura ce dimanche. Voilà. Mais justement, ce, ce dimanche à Roubaix, effectivement, Tadej Pogacar sera de nouveau là aussi. C'est ce phénomène qui, quelque part, vient un petit peu mm, ouais, bouleverser hein, ce cyclisme qu'on connaît depuis des années. Euh, c'est le dernier monument qui lui manque. Est-ce que Tadej Pogacar va ou peut écrire l'histoire? Est-ce que Tadej Pogacar, pour vous, est le favori de ce Paris-Roubaix, ou peut-être sans forcément être le favori? Est-ce que Tadej Pogacar peut gagner Paris-Roubaix ici ce dimanche? Là, je vais entendre Damien, là, là-dessus.
Non, non, mais je souriais parce que va ou peut, c'est une question tellement différente. Peut, bien évidemment. Personne ne peut dire Pogacar ne peut pas gagner ce Paris-Roubaix. Pouvoir, non. Est-ce qu'il va le gagner? C'est autre chose. Euh, je l'aurais mis favori peut-être jusqu'au Tour des Flandres. Et paradoxalement, je ne le mets plus favori parce que j'avais des doutes un petit peu au Tour des Flandres sur la condition de Mathieu Van Der Poel. Et pour moi, Mathieu Van Der Poel a montré qu'il est quand même là. Et c'est quand même son terrain. Et il va falloir lâcher Mathieu Van Der Poel. Donc, je mets quand même Mathieu Van Der Poel un peu favori hein, pour dimanche. Oui, Bah écoute, je suis totalement d'accord avec Damien. Il n'y a aucun, pour moi, aucun argument rationnel nous permettant de dire que oui, Pogacar va gagner. Parce que Roubaix, c'est une course qui, outre la technique et le placement pour lesquels il ne surpasse pas Van Der Poel, il faut une puissance folle. Il n'y a pas de côte. Les watts par kilo entrent pas en jeu. Alors oui, il y a l'aéro et le gainage qui rentrent en jeu, les relances aussi, mais globalement, c'est juste les watts qui comptent. Et en théorie, Pogacar ne peut pas mettre plus de watts que Van Der Poel, Van Aert, Ganna, Pedersen. Et en vrai, je peux pas l'imaginer lâcher Van Der Poel sur les pavés plats. C'est impossible. Et pourtant, quelque chose me dit qu'il va gagner. Mhm. Donc moi, je pense que oui, il va gagner. Mais Romain, je entends ton avis, mais alors évidemment, c'est très plat. Mais on a vu où ils sont partis l'année passée. Il y a quand même du faux plat, justement, où là, on pourrait se dire qu'il pourrait lâcher. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne te parle que de Van Der Poel, parce qu'en théorie, effectivement, sur le profil, même lâcher à Van Aert, à Ganna, etc., non. Mais là, mais je pense que sur l'usure et même sur des faux plats, etc., il va être au-dessus de ces Mhm. garçons-là. Mais voilà, Van ouais. Der Poel, je sais pas. Je crois quand même à Van On- Der Poel. Romain, ton avis là-dessus? euh, sur le papier, tout porte à croire effectivement que Pogacar n'est pas supérieur à Mathieu Van Der Poel sur Paris-Roubaix, mais est-ce que c'est pas dans cette évolution de Pogacar vers les monuments, vers euh, l'écriture de la grande histoire du vélo, est-ce que c'est pas finalement sa saison où il va aller signer les 5 monuments consécutifs? Alors ça, il va peut-être déjà le faire s'il fait Roubaix-Annecy, puisqu'il avait gagné Liège Mhm. et la Lombardie l'année passée. Mais est-ce que sur une seule et même saison, il n'est pas capable de remporter simplement les 5 monuments? Ouais, je pense que s'il y a une saison, il peut le faire, c'est cette année-ci, parce que comme on l'a déjà dit pour Remco sur le round, peut-être il faudra voir, mais un CXA, peut-être sur un Liège-Bastogne-Liège. Il y a d'autres gars qui vont commencer à arriver sur certaines des courses, qui vont peut-être remettre un petit peu de suspense face à un Pogacar qui pourrait, entre guillemets, commencer à être un peu usé, peut-être pas physiquement, mais peut-être mentalement aussi, c'est à voir. Et donc, cette année-ci, il y a ce focus sur vraiment les monuments, d'autant que pour le Tour de France, pardon, il l'a déjà remporté à 3 reprises. Son principal adversaire, Vingegaard, sortira peut-être émoussé d'un Giro. Donc, probablement qu'il n'a pas mis le focus sur ces courses-là, mais qu'il a Mhm. mis le focus sur les 3 premiers monuments de la saison. Mhm. D'ailleurs, euh, on l'a vu, c'était assez marquant. D'ailleurs, certains en ont même, entre guillemets, rigolé sur les réseaux, dans les interviews d'après-course du round, où on voit que hein, il a un peu des formes à gauche, à droite. On voit que Pogacar a 3-4 kilos de plus que Ouais. d'habitude. Et donc là, effectivement, c'est je ne vais pas dire un atout parce que c'est pas une question d'atout, mais ça veut dire que ça le rapproche effectivement un petit peu de profils à la Van Der Poel, à la Van Aert, à la Ganna, qui sont les profils de Flandriens finalement qu'on évoquait ici tout à l'heure. Euh, mais du coup, ça veut dire aussi que on parle ici de nouveau de Pogacar ou Van Der Poel en citant les autres. Est-ce que vous attendez au même scénario finalement que sur le Rhône? Ça veut dire une course qui va se jouer. Alors, on aura peut-être Ganna à la place de Remco. Bon, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore officiellement la start list et donc a priori, Remco ne fait pas Roubaix, mais aujourd'hui, maintenant, on ne sait plus à quoi s'attendre. Mais donc voilà, a priori, on aurait Ganna à la place de Remco dans ce 5 majeur, on va l'appeler comme ça. Est-ce que du coup, bah, c'est une course qui va nous offrir un scénario un peu identique avec les mecs qui partent d'assez loin, avec certainement encore 2, 3 autres gars qui vont se mêler un petit peu, mais très rapidement, finalement, quand on va arriver du côté de sans doute d'Orsay, de Mont-Saint-Pével, bah, d'avoir progressivement bah, les 2 superstars que sont Van Der Poel et Pogacar s'isoler en tête de la course, avec peut-être l'un ou l'autre qui va aller s'isoler encore après dans ce petit duo. Ouais, alors d'abord, je vais te dire que je rêve que non, et j'ai envie d'y croire.
Mais je veux d'abord rendre la politesse à Alexis. Il voulait m'entendre sur Pogacar Van der Poel. Je veux d'abord entendre Alexis sur Van Aert et les autres, mais notamment sur Wout, du coup. C'est dur à dire. Comme je disais, en théorie, Watt devrait tenir longtemps, mais jusqu'à un certain stade, j'ai bien peur que oui, le scénario sera assez similaire, c'est-à-dire que tout le monde sera lâché un par un jusqu'à ce qu'il ne se trouve plus qu'à deux avec Van der Poel. Même si j'ai envie de croire en Van Aert, il est censé tenir en fait, hein, sur le plat. Donc ce sera un peu le facteur X ici, selon moi. C'est est-ce que Van Aert sera capable de suivre. Maintenant, Ghana et Pedersen, aussi forts seront-ils? Je pense qu'ils finiront par lâcher sous les impulsions de Van der Poel et Pogacar. Maintenant, là où ça sera sans doute différent, c'est que Pogacar, il doit gagner. Et est-ce qu'il peut se permettre de gagner en tentant de lâcher Van der Poel sur des pavés plats? Je ne suis pas certain, donc il va devoir innover. Là, on pourrait avoir un scénario assez différent de ce qu'on voit d'habitude, et ça, c'est peut-être un petit peu aussi ce qui peut rendre la course plus excitante. Et ce qui peut donner peut-être aussi une chance, alors je suis peut-être un doux rêveur, mais au suivant, s'ils sont pas trop loin, parce que moi, Hmm. je crois quand même pas en un scénario comme le run, dans le sens où moi, je vois pas un par un. J'ai l'impression, parce que, franchement, Tous en une fois. Pedersen, le run qu'il fait, c'est énorme. Ben, presque tous en une fois, je vais me dire. Euh, Mhm. franchement, le run de Pedersen, il me bluffe de fou. Je pense que là, ça lui aura vraiment servi comme un super entraînement pour Roubaix. Donc, j'ai envie de croire que lui, que Ghana, qui m'a quand même totalement bluffé, là, on oublie cette histoire de bidon, malgré tout, c'était énorme. Donc, Pedersen, Ghana, j'ai envie de croire qu'ils peuvent être avec Wout et que ces trois-là peuvent ne pas être trop loin des On deux va se autres. Je les coucher, vois un ouais. peu moins forts, mais je les Mhm. vois pas trop loin. Et l'idée de dire tous en une fois, je vois plutôt un petit groupe de deux, peut-être, Pogacar, Van der Poel, et un petit groupe avec ces trois-là, peut-être. On y viendra plus tard si quelqu'un peut les accompagner ou pas. Mais déjà, si ces trois-là sont pas trop loin et roulent, parce que c'est Ghana aussi, hein. On a vu ce que Ghana il peut faire quand il roule. Si les mecs ils s'entendent, Pedersen ça roule toujours, Wout ça roule toujours. Si ces trois-là peuvent rouler derrière un duo où effectivement Pogacar va pas pouvoir rouler et juste on va se relier avec Van der Poel parce qu'il amène Van der Poel à la victoire, il va falloir. Donc là, ça va peut-être jouer un petit peu devant. Voilà, j'ai espoir qu'on ait une course quand même à suspense. Et même si je mets deux favoris, j'ai pas envie de totalement écarter les autres. J'y crois pas trop, mais j'ai pas envie de les écarter totalement, alors que sur le run, on savait comment ça allait se passer, quoi. Je donne de Oui. l'espoir. Romain, t'as de l'espoir? Oui, a priori, oui, dans la mesure où effectivement, le fait qu'il n'y ait pas les dénivelés du round va rendre cette course un tout petit peu plus homogène entre les favoris. Même si on l'a vu, une fois que ça démarre véritablement, les écarts se font très, très, très rapidement. Et donc, ça, il faudra voir ça. Euh, Après, oui, je pense que Wout, Ghana et on va dire Mats Pedersen euh, ont plus de chances sur Roubaix de venir faire quelque chose parce qu'il y a d'autres facteurs que simplement être le plus fort. Il y a bon, un facteur chance, et ça, du coup, c'est ce qui va expliquer que Wout van Aert ne sera pas vainqueur dimanche à Roubaix parce qu'il va certainement crever dans le carrefour de l'Arc comme il a déjà fait par le passé ou que sais-je. Mais non, blague à part, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de techniques. Il faut être tout le temps placé. C'est une course aussi où, sans nécessairement être à l'attaque, je pense que l'influx nerveux est encore plus fort que ce qu'on peut trouver sur le round. Sur le round, il y a effectivement toujours ces transitions comme on trouve sur Roubaix, mais par contre, les monts, c'est un effort brut. À Paris-Roubaix, il ne suffit pas d'écraser les pédales sur les pavés. Il faut choisir sa trajectoire parce que les pavés sont beaucoup plus abîmés que ce qu'on va retrouver sur le run. Quand vous voyez l'état du pavé d'Arambert, si vous n'êtes pas sur le sommet du pavé, c'est foutu. Vous allez péter votre roue, vous allez aller dans l'air. Enfin, et donc, Arambert est un des secteurs mythiques, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment, qui, sans être non plus mythiques, vont avoir une incidence sur le mental des coureurs beaucoup plus importante, je pense, que ce que n'ont les, entre guillemets, petits bergs en dehors de la fameuse quadrilogie, je veux dire, Quarmont, Paterberg, Koppenberg, Taillenberg. Il y a d'autres monts, le Molenberg par exemple, c'est un mont, voilà, on sait qu'il faut arriver au-dessus. Bon, si vous allez, je sais pas moi, à Thilo ou Marchienne, ce sont des secteurs pavés qui sont pas forcément ceux dont on parle tout le temps, mais qui sont redoutables. À n'importe quel moment, on peut tomber, on peut crever.
On peut devoir mettre le pied à terre. Donc, c'est une course où il y a une attention permanente. Et là, effectivement, par le passé, on a vu qu'un Van der Poel est supérieur à tous les autres, sauf quand Pogacar se pointe, parce que Pogacar est cette alien générationnelle. Mais donc, il faudrait qu'effectivement Van Aert et Ganna fassent la course pardon, parfaite pour rivaliser. Et à Roubaix, c'est difficile de faire la course parfaite. Donc, sur papier, de nouveau, oui, c'est possible. J'en rêve, pour reprendre tes termes, mais est-ce que véritablement on va avoir un scénario, voire même une hiérarchie entre les coureurs différentes que celles qu'on a vues au round? Bah, j'en suis pas sûr. Je ne serais pas étonné. Alors peut-être oui entre les deux premiers, même si moi je pense que c'est l'année ou jamais pour Pogacar. Donc j'aurais envie de dire Pogacar 1, Van der Poel 2, peut-être Ganna 3, qui remplacerait vraiment numériquement entre guillemets Evenepoel, Van Aert 4 et Pedersen 5, parce que là de nouveau, Mats Pedersen, je ne peux pas imaginer que aussi fort soit-il, avec son poignet en compote il y a un mois, puisse rivaliser avec vraiment les Van der Poel et autres dans des secteurs comme le carrefour de l'Arbre, comme Mont-Saint-Pével. Ce serait admirable, hein, ce serait admirable, et c'est un coureur admirable, donc je l'espère sincèrement, mais ça me paraît franchement être compliqué. Et alors peut-être pour Ghana aussi, simplement dire que moi j'ai l'impression que c'est vraiment le pic de forme qu'il a voulu Mhm. mettre cette année-ci. C'était pas Mhm. sur San Remo, c'était vraiment sur, euh, sur Roubaix. Et le fait évidemment de ne pas avoir joué le round va aussi avoir une incidence parce que physiquement, bah, il a pu récupérer un petit peu, il sera certainement plus frais évidemment que les autres. Et moralement, mentalement, il n'a pas de nouveau dû Mhm. lâcher par rapport aux autres, hein. Donc ça, ce sera évidemment à voir. Mais on sait aussi que sur Roubaix, plus que sur le Rhône, par exemple, on peut toujours avoir un coureur un peu surprise, un facteur X, hein, tu as dit, Alexis, un facteur ici pour Wout, mais même, on se rappelle que notamment un Florian Vermeer a été découvert comme ça, on a offert une deuxième place derrière Colbrelli, mais devant Mathieu Van Der Poel. Mhm. Est-ce que il y a un coureur en dehors de ces 5 noms qui, selon vous, peut venir jouer les troubles faits dans cette hiérarchie? Totalement. Alexis, Vas-y. je ne sais pas si tu allais dire un non ou si tu allais dire pas du tout, mais Je vais dire le pour même nom que toi, mais qui pour moi sera moins fort que les 5, mais qui certainement sera moins présent. fort. Certainement moins fort. Oh, bon, on va dire le nom, on parle peut-être pas de la même, mais moi je parle de Jasper Philipsen. Mhm. Euh, En fait, je suis étonné qu'on parle des 5 noms et qu'on oublie maintenant totalement Jasper Philipsen, qui a fait deuxième de Paris-Roubaix, qui était encore très fort l'année passée sur Paris-Roubaix, qui, j'ai l'impression, est encore plus devenu classic man cette année. Donc, C'est clair. à Jasper Philipsen, je le mets pas aussi fort, moi non plus. Maintenant, je vous ai dit un scénario de rêve. On peut avoir un scénario anti-rêve si Philipsen est là. Et du coup, s'il accroche les trois autres, les Pedersen, Van Aert, Ganna, Tout à fait. là, par Tout à contre, va fait. tourner et amener Philipsen si Van Der Poel est parti devant. Dans l'autre sens, Van Der Poel, il fait quoi devant s'il a Philipsen derrière? Ça peut rajouter quelque chose. Et je ne sais pas si Philipsen peut être avec, mais je trouverais fou qu'on ne cite pas Philipsen dans une preview de Paris-Roubaix, quoi. Il peut vraiment avoir un rôle. Et puis, ben oui, voilà, de par le fait aussi que c'est un deuxième Alpecin, c'est un équipier. Donc, clairement, il faut avoir l'œil sur ce que Philipsen peut faire ou pas. Ouais, et moi j'avais envie de donner un autre nom aussi, mais qui pour le coup sera certainement moins fort, mais on le verra, j'en suis certain, s'il n'a pas de problème, c'est Alex Egart, Bien sûr. qui peut vraiment choquer pas mal de monde ici. On parle souvent de collectif, le collectif Lidl Trek, j'y crois pas du tout, hein, mais par contre, un autre collectif qui m'a vraiment impressionné, je pense que vous aussi, et qui peut vraiment faire quelque chose ici, c'est Red Bull Bora. On a Laurens Petty qui renaît un petit peu, on a les frères Van Dijk qui sont très forts à Roubaix, et puis surtout Gianni Vermeersch. On se souvient l'année passée, il était absolument phénoménal. Et là, il n'aura pas Van Der Poel, donc il pourra faire sa course. Et je pense que même s'il est très léger, il peut montrer un excellent niveau à Paris-Roubaix cette année. Ouais. Juste avant de te donner la parole, Romain, Segard, bien entendu. C'est parce que Segard, je le voyais dans un autre rôle en offensive, mais s'il y a Mm. un gars qui peut faire une Vermeersch, parce que Romain, c'est comme ça que tu présentais le truc, Ouais, bah, c'est clairement, ça. pour moi, c'est Segard. Et Vermeersch, Florian, il faut peut-être aussi garder à l'œil le rôle qu'il pourrait avoir ou pas. Parce que si Pogacar se dit, alors, je vais tout de suite tempérer mon propos, hein, mais si Pogacar se dit, je suis pas l'immense favori comme sur le run, je peux jouer avec Vermeersch. Maintenant, comme on l'avait dit sur Milan-San Remo, Alexis, tu avais un scénario de rêve où ils pouvaient attaquer, harceler avec Del Toro. Ici, on pourrait se dire ils peuvent jouer avec Vermeersch.
Mais Pogacar, il veut pas que Vermeersch gagne. Vermeersch, c'est un adversaire pour Pogacar. S'ils font ça, Ouais. lui, il veut gagner Paris-Roubaix. Donc voilà, ils le feront pas. Romain, je vais te demander ton avis exactement pour la même question, mais vu que tu as parlé de collectif, Alexis, c'est pas le collectif que j'aurais espéré au départ, notamment parce que j'aurais attendu un grand Mathieu Brennan, mais Ouais, ouais, ouais. Visma est pas ridicule. Hagenès, Non, Laporte, Van Aert, voilà, c'est clairement. déjà. Voilà, j'ai quand même envie de les garder à l'œil aussi. Romain, je sais pas ce que tu Clairement. penses des individualités ou des blocs. Bah, peut-être juste un mot sur Laporte, parce que c'est vrai qu'on a pas mal tapé sur le français la semaine passée. On l'a vu travailler pour Wout sur le Mhm, round. Il faut pouvoir le dire aussi bien quand sûr. c'est fait, puisqu'on avait dit quand c'était pas fait. Et c'est clair que Roubaix est la course qui, un peu comme Wout, correspond le mieux certainement à Laporte. Et on sait que c'est une course qui l'affectionne. Il est en fin de contrat, donc on va voir, je pense, Christophe Laporte, si tant est qu'on filme au-delà de la cinquième place, soyons clairs. Donc je m'attends à voir du Christophe Laporte, mais je ne m'attends pas à voir Christophe Laporte venir s'immiscer dans le top 5. Euh, il y a évidemment le facteur Jasper Philipsen qui pourrait effectivement venir s'immiscer, voire même remporter la victoire si les favoris ne parviennent pas à se détacher. Là, par contre, je n'y crois pas. J'ai malgré tout la sensation que celui qui ira s'immiscer dans les 5 sera quelqu'un qui sera parti à l'offensive en amont. Et je ne suis pas certain que le Philipsen d'aujourd'hui, même si il est très fort, hein, on l'a vu sur Mhm. d'autres courses flandriennes qu'il a remportées, à mon avis, c'est pas le Philipsen d'il y a 2 ou 3 ans. Et donc, je ne le vois pas pouvoir tenir le rythme des Van Der Poel, des Pogacar et autres. Et donc, j'aurais tendance effectivement à aller chercher quelqu'un qui aura anticipé. Mais, et du coup, je suis désolé, je ne vais pas répondre à ta question d'abord parce que je vais vous renvoyer la question. Vous avez parlé de Segart. Est-ce que si Segart part en offensive, part en anticipation, est-ce que des gars comme Pogacar, des gars comme Van Der Poel le laissent faire ou bien se disent, ouh là c'est costaud, on va peut-être envoyer alors un Vermeersch, un Florian Ouais. Vermeersch d'un côté, ou peut-être un Philipsen, pourquoi pas, de l'autre, ou au contraire, ils vont se dire, ouais, non, là ici, ce mec, on va quand même s'en méfier personnellement et on va pas le laisser partir. Des Pour équipiers, moi, moi, il je le laisse pense. partir. Pardon, excuse-moi, Alexis. Non, bah, un coup tactique avec des équipiers, peut-être. Mais je pense qu'ils vont pas aller personnellement derrière lui, je pense. Bon, ça dépend s'il va dans le carrefour de l'arbre, peut-être, mais s'il Ouais. va avant, non. Mhm. Moi, je suis d'accord. Je pense pas qu'ils vont s'en méfier vraiment. Équipier, ça dépend de qui on parle. UAE, je suis même pas sûr qu'ils mettraient quelqu'un avec. Ouais, ouais, ouais. Bah, sinon, pour répondre à ta question, oui, il y a plusieurs noms évidemment. Donc de nouveau, pourvu que ça parte en anticipation, moi j'attends. Je suis vraiment curieux de voir un Jonas Mhm. Abrahamsen. On sait que c'est quelqu'un qui sait écraser les pédales aussi. J'aimerais également voir un Matej Mohoric qui semble revenir vraiment en bonne condition. Alors de nouveau, pas pour pouvoir jouer la gang à la régulière, entre guillemets, avec les autres, mais de nouveau, un Mohoric dans un bon petit groupe avec un Segart, avec un Abrahamsen qui prendrait l'offensive en anticipation. Ça mettrait vraiment du beurre dans les épinards. Et je vais citer 2 noms vraiment pour le clin d'œil. Un Oliver Naassen, Mhm. voire même un Yves Lampaert. Ce sont des coureurs qui sont déjà vieillissants, qui aiment vraiment cette course-là. On a vu un bon Oliver, enfin, de nouveau, on ne l'a pas vu à l'image, mais on a vu un bon Oliver Nassen sur le round. C'est intéressant. Et alors, un dernier nom, c'est Axel Huens chez Groupama, qui fait franchement un super printemps flandrien. Et donc, voilà encore un genre de coureur. Je serais vraiment curieux de voir tous ces coureurs-là partir à l'offensive. Parce que là, Steven, effectivement, pour si ma ces part. mecs-là partent devant, il y a peut-être moyen qu'il y ait un mec qui garde. Mais Stuyven, je ne suis pas certain qu'on laisse partir Stuyven Ouais, en ouais, ouais, offensive. ouais, 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 Mhm. Ouais. en effet. Alors, j'avais prévu un petit quiz pour terminer cet épisode. On a déjà ici pas mal discuté, on a déjà évoqué certaines choses, donc je ne vais pas vous faire tout le petit quiz, je vais juste vous poser une question. Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le round, mais on devrait peut-être avoir certains éléments également, évidemment, sur Paris-Roubaix. Si on prend le podium du round, donc 1, Pogacar, 2, Van Der Poel, 3, Evenepoel, on a 3 mecs qui, je ne vais pas dire, mangent tous les monuments
depuis longtemps, mais presque. Si on reprend les 20 derniers monuments, ça veut dire qu'on remonte à Paris-Roubaix 2022. Combien de monuments ont échappé à ces trois-là, selon vous? Sur Ah, 20 monuments. attends, Donc Deux. j'ai depuis envie de dire, Paris-Roubaix 2022 inclus. j'ai envie de Attends. dire ah, mais Faudrait que je réfléchisse à quand est-ce que c'était Philipsen, Milan-San Remo, mais donc je vais dire 2 pour dire bref. autre chose. Ok, Ah, ou mais alors moi, c'était c'était la c'est même année? Philipsen, justement, c'est ce que je dirais, mais Il y a Non, ben Van Philipsen, Barle effectivement, 2022. et Van Barle sur Paris-Roubaix Ouais, ah oui, 2022, puisque 2022. voilà, Ok, Dylan Van Barle d'accord. est le dernier finalement non fantastique à avoir remporté ouais, Paris-Roubaix, et Philipsen est le dernier non fantastique à avoir remporté un voilà. monument. Si on va même, si on élargit en fait à la durée post-Covid, donc depuis la saison 2021 inclus, euh, Van der Poel, Pogacar et Evenepoel ont remporté 21 des 27 derniers monuments. C'est quand même assez dingue. Et je suis presque gêné de mettre Evenepoel dedans parce Ouais, qu'Evenepoel n'en a c'est gagné que deux. deux. Hein, c'est Mhm. deux fois les Oui, oui. Bastogne-Liège. Donc ça montre vraiment la domination. Peut-être une dernière question et puis on se laissera là-dessus. Euh, qui est selon vous le coureur qui a terminé le plus souvent deuxième derrière ces trois fantastiques? Hmm. Alors Je dirais. il y a moyen de Donc sans discuter. compter Remco, du coup. Donc, si on ne compte pas effectivement, donc Ouais, qui est celui qui a terminé le plus souvent en deuxième derrière Ah, sans les compter Pogacar, eux. Van der Poel ou Remco Evenepoel? et ben Pidcock, 3 fois. Non? Ah, franchement, tu me Il prends y en a là. un qui a fini plus souvent deuxième ou c'est le mauvais chiffre pour Pidcock? Non, non, en fait, ils sont plusieurs coureurs, ils sont Ah oui, trois à avoir fini deuxième derrière un des fantastiques, dont Pidcock. Pidcock qui a ok. effectivement fini deuxième sur Liège-Bastogne-Liège derrière Evenepoel et qui vient de finir deuxième derrière Pogacar sur Milan-San Remo. On a Ganna qui a fait deux fois deuxième Oui, sur Milan-San Ghana, bah Remo. oui. Ouais, Et on a Philipsen qui a fait deux fois deuxième ah sur ouais. Paris-Roubaix. Il faut aussi ajouter, alors, c'est parce qu'ils n'ont pas fait deuxième, mais celui qui était le plus souvent derrière, donc juste derrière les Fantastiques, c'est Pedersen qui a fait trois fois, donc pas deuxième, qui a fait une fois deuxième et deux fois troisième, mais qui du coup était derrière effectivement Pogacar et Van der Poel. Et alors Giulio Ciccone a fait un peu la même chose, puisqu'il a été une fois deuxième derrière, je pense que ça devait être Evenepoel non, derrière Pogacar, je pense, sur un monument, ça devait être à mon avis le dernier Liège-Bastogne-Liège. Et il a fait une fois troisième derrière Pogacar et Evenepoel sur le dernier Lombardie. Donc voilà, aussi un coureur qui fait donc deux fois juste derrière ces trois fantastiques. Mais comme quoi, effectivement, sur les monuments, ça montre aussi que si on espère avoir du suspense, des surprises, malheureusement, c'est pas les monuments qu'il faut regarder, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas ça que sur les monuments, c'est d'avoir les meilleurs coureurs pardon, qui gagnent. Et c'est probablement ce qu'on va encore avoir évidemment ici sur Paris-Roubaix. Avec, on résume, hein, Alexis et moi, on est plutôt tendance à mettre Pogacar, là où Damien a plutôt tendance à mettre Mathieu. On verra le résultat dimanche. En tout cas, Alexis et Damien, je vous souhaite déjà un bon enfer du Nord. Merci d'être venus partager vos avis. Et on le rappelle à tous nos éditeurs, n'hésitez pas à donner vos avis, à contredire nos avis. C'est toujours un plaisir de vous lire et de réagir avec vous sous la vidéo ici en commentaire de YouTube. Vous pouvez le faire aussi sur les autres plateformes, mais j'avoue qu'on on est moins attentif sur les autres plateformes. En tout cas, merci, un bon Paris-Roubaix à tous et à bientôt. Ciao, ciao! Ciao, bonne Ciao. course!